Passer à vous, Stéphane Simon. Vous inventez un télécrochet branché, j'allais dire. Branché parce que complètement différent. Branché parce que vous avez l'habitude de travailler sur des chaînes branchées. Paris Première, notamment, vous faites Paris Dernière, c'est vous, entre autres. Canal Plus avec Salut les Terriens. Branché parce que vous avez fait appel à des recruteurs, on va dire, qui sont eux-mêmes des musiciens reconnus dans leur univers et qui ne sont pas du tout des musiciens dits mainstream ou populaires. C'est-à-dire que c'est Tété, c'est Icar, c'est Marco Prince, l'ancien leader de FFF, Kenza Farah. Ce sont des chasseurs de son. On a appelé ça des chasseurs de son parce qu'ils partent aux quatre coins du monde francophone à la recherche de pépites, de diamants bruts, qui sont des musiciens qui évidemment n'ont pas encore produit ni d'album ni accédé aux médias et encore moins aux grands médias. Donc ce ne sont pas les candidats qui viennent à eux, c'est ça l'originalité. C'est eux qui partent avec leur baluchon, si j'ose dire. C'est pas tout à fait exact quand même. Faut pas réduire ça à un cliché. Mais enfin, ils partent sur le terrain et ils partent en quête de ces musiciens qui sont des musiciens de world music. Alors ça va aussi bien des rues de Montréal. France O, depuis hier, c'est du prime time. Voilà, c'est chaque samedi. Chaque samedi, en hebdo pendant 9 semaines. Et on va voir donc Icar en Afrique noire. On va voir évidemment Icar qui avait fait la Nouvelle Star, qui est un des chanteurs qui a été révélé par Nouvelle Star. Tout à fait. Marco Prince est parti lui dans la zone Caraïbe. Tété est parti à New York et à Montréal. Et Kenza Farah s'est occupé de l'Algérie et du Maroc. Et pourquoi François se lance aussi dans le talent show, comme on dit, ou dans le télécrochet? Parce qu'on pourrait imaginer que c'est bien embouteillé déjà. Il y a The Voice, il va y avoir Rising Star sur M6 encore, puis tous ceux qu'on connaît, Nouvelle Star sur des... D'abord, c'est un genre qu'il ne faut pas non plus négliger. Ça marche bien, d'une part. Il y a un goût du public pour ça. Et en plus, je pense que France Télévisions avait quelque chose à faire dans cette ça n'a jamais très bien marché, les talents de show sur France Télévisions. Parce que pas les mêmes moyens que The Voice, par exemple. Déjà. Exactement. Ceci étant, pas les mêmes ambitions. Là, l'idée, c'est pas de faire un grand Barnum comme The Voice avec... évidemment, on souhaite qu'il y ait le maximum de téléspectateurs. Mais enfin, l'idée, là, c'est une démarche de partage. C'est je vais chercher des talents et je leur tends la main pour les amener à Paris, faire une demi-finale et une finale. Et le gagnant va gagner une tournée et un album qui sera signé chez Tôt ou Tard, le label qui est le label de World Music. Plus branché pour le coup aussi. C'est vrai. Vincent Delerme notamment, c'est Tôt ou Tard. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est un label aussi qui est assez légitime sur la World Music. C'est pour ça que ça nous a intéressé. Mais vous les contactez avant, parce qu'ils partent vraiment le nez au vent. Non, ils partent pas le nez au vent. C'est quand même c'est de la télévision, c'est préparé comme toutes les émissions de télé. Donc il y a eu avant un travail de repérage, évidemment, avec des fixeurs locaux qui nous ont signalé des gens qui se produisaient, qui sur la place du village, qui dans un café, qui dans une rue ou dans le métro de New York. Et il a fallu ensuite aller à la recherche, à rencontrer ces gens, puis accepter. Ils ont chacun 3 billets d'avion en poche et chaque parrain va distribuer ces 3 billets d'avion, ce qui n'est pas simple parce qu'il y a des tas de gens qu'on a envie d'aider. On a tous envie, à la rigueur, tous ceux qui nous ont été signalés avaient beaucoup de talent, mais il a fallu faire des choix qui étaient difficiles. Vous avez rencontré personne au pied d'un volcan qui pourrait intéresser Stéphane Simon ou ses chercheurs de sons? Des sons aussi, j'en ai rencontré. Peut-être pas forcément des chanteurs, mais souvent c'est ce que je dis quand on me parle des volcans, ce qui m'a le plus surpris. Je garderai longtemps en mémoire le son de l'Erta Alley, qui est un volcan très particulier puisque c'est l'un des 4 lacs de lave permanents. Et donc quand on arrive au bord de l'Erta Alley, déjà la marche d'approche est très complexe. Il fait chaud et on arrive, il y a un lac de lave qui fait, je sais pas moi, peut-être 30 fois ce studio. Et la lave, le jour où moi j'y suis arrivé, la nuit où j'y suis arrivé, la lave était à 6 mètres de moi. Et là, il faut imaginer des bulles de gaz qui remontent et qui repoussent la lave. Et on a un son, ça ressemble au sac et au ressac. On a l'impression Et c'est très étrange parce qu'on a sous les yeux une matière qui habituellement est solide, qui là se présente à l'état liquide et qui vient se fracasser contre les parois. Peut-être le bruit aussi d'une cuisson qui bout. Enfin, on ne sait jamais. Complètement. Voilà. Un bain-marie. Allez, on va parler de tout ça et on va continuer à parler de vos différents projets aux uns et aux autres. On se retrouve après le journal en compagnie de nos invités. À tout de suite. De retour dans la semaine des médias sur iTélé en compagnie de mes 3 invités. Norbert Tarrer, on va parler de cuisine bien entendu. Vous êtes sur Sister avec Jean Imbert dans Le Défi de Jean et Norbert, mais aussi Jamie Gourmaud qui démarre la semaine prochaine sa série documentaire Le Monde de Jamie sur les volcans, c'est sur France 3. Et puis Stéphane Simon, vous êtes l'heureux producteur de Télé Paris et en tout cas de différentes émissions comme celle de Thierry Ardisson, mais aussi celle de Brocante qui a démarré il y a 10 jours avec Églantine Émeillé, d'un nouveau télécrochet, on en a parlé tout de suite avant le journal, c'est sur France O, mais aussi de fiction, puisque votre société de production Télé Paris se développe avec de la fiction cinéma et de la fiction télé. Est-ce que c'est facile quand on n'est pas
quand on n'appartient pas à un grand groupe, vous êtes un producteur indépendant, vous n'êtes pas rattaché à un groupe comme Fremantle ou Endemol, comme c'est le cas pour beaucoup d'autres producteurs. Est-ce que c'est facile d'exister dans un marché de l'audiovisuel qui s'est quand même nettement resserré ces dernières années avec la crise notamment? Non, c'est pas évident. Mais d'abord, moi, j'ai fait le choix d'une association heureuse avec Gilles Demestre, avec qui j'avais produit un premier documentaire. Ça, c'est pour la fiction, là. Hein. Tout à fait. Ouais. Et c'est pour la fiction télé, on va dire, mais aussi pour le grand écran, parce que c'est un professionnel. Il a quand même plus de 100 films à son actif aujourd'hui. Quand je dis film, c'est film documentaire ou film. Et c'est vrai qu'on ne s'improvise pas quand on est producteur de télévision d'un seul coup, un grand producteur de cinéma. Ça, il faut des parrains là aussi. Hein. Mais la première des qualités d'un producteur, c'est de savoir trouver du talent aux autres. Et moi, j'en trouve beaucoup à Gilles Demestre. Et donc, c'est pour ça que je me suis associé avec lui. Et on a fait ensemble donc, notre premier téléfilm pour France 2, qui est un unitaire. Donc là, vous venez de terminer de tourner On a terminé le tournage et on vient de terminer le montage. Il est actuellement en mixage avec Elisa Tovati, Elena Noguera, Bernard Farcy, Mylène Demongeot, pour la rentrée sur France Catherine 2. Jacob. Ce sera certainement aux alentours des fêtes, à mon avis. Oui, parce que c'est un film que l'on a tourné en Israël. C'est une comédie humoristique autour du syndrome de Jérusalem. C'est assez joyeux et assez ensoleillé. Je pense que je n'ai pas de conseils à donner de programmation, mais je pense que ça va assez bien avec cette période un peu froide de l'hiver. Et plus largement, quand on est producteur indépendant, là je reviens sur l'ensemble des programmes que vous pouvez proposer aux chaînes, est-ce que c'est facile aujourd'hui de faire passer un projet quand parfois il y a des contrats de volume négociés avec des gros groupes? Est-ce que quand on est Télépari, qu'on a des beaux succès, mais qu'on est Télépari indépendant, est-ce que c'est facile de placer des billes, quoi? Non, c'est très compliqué. C'est à la force des projets qu'on arrive à convaincre. Mais il faut avoir beaucoup de projets pour arriver à en arracher un. C'est pas évident parce qu'effectivement, on n'a pas la force d'un groupe audiovisuel. En plus, on se lance dans cette activité-là. Mais il se trouve que quand même, et grâce à France Télévisions et grâce au groupe Canal+, il y a encore de la place pour des indépendants en France. Et il y a encore des envies de choses qui sortent un peu des sentiers battus aussi, qui ne soient pas de l'adaptation de format. Heureusement qu'il y a encore cette volonté-là des groupes audiovisuels qui est d'avoir une écriture et une innovation originale française. Mais on dit souvent la télé, en tout cas les dirigeants de la télé n'ont pas vraiment de courage, c'est-à-dire qu'ils attendent surtout que ça marche ailleurs et préfèrent adapter ou alors faire confiance à des... Je crois que ça fait rien, Norbert, vous en avez fait l'expérience peut-être, non? Non, c'est vrai que l'innovation, elle est plutôt à chercher. Voilà, et comme vous êtes, votre principale carte, c'est l'innovation, j'imagine que ça ne doit pas être facile tous les jours. C'est pas facile sur les grandes chaînes commerciales comme TF1 ou M6, qui s'abritent beaucoup derrière les formats pour exister, et qui ont besoin d'être assurés sur des performances obtenues à l'étranger, sur les ménagères notamment, les fameuses ménagères pour lancer des contrats. En revanche, sur France Télévisions, il y a quand même beaucoup plus de prise de risque, et sur le groupe Canal+, également, il y a peu d'adaptation de format. Donc vous avez fait le deuil de travailler pour TF1 ou M6 quoi? Non, pas du tout, j'ai pas fait ce deuil-là, mais je trace mon sillon année après année, et puis on verra bien un jour venu peut-être. Vous rigoliez, Norbert, c'est-à-dire que vous avez vous aussi voulu proposer des émissions à M6 qui ont échoué, alors comment ça s'est passé? Moi, j'ai pas tout ce talent, mais moi, je suis vrai que je suis un créatif et que je soumets pas mal d'idées à M6, voilà. Et du coup, vous vous retrouvez sur des patinoires, quoi. Déjà, ce qui est très bien, c'est qu'on m'entend, on m'écoute, donc c'est très sympa. Au moins, j'ai une petite considération pour le groupe M6, c'est déjà très bien. Après, non, ce qui me fait rire, c'est quand on parle, quand vous disiez d'essayer chez les autres, c'est vrai que, par exemple, la cuisine, elle a commencé chez M6, et que dès que le filon a très bien marché, les autres vont suivre derrière. C'est ça qui m'a fait rire. C'est vrai que les prises de risque, j'admire beaucoup plus monsieur que des grands groupes qui vont acheter des formats. C'est vrai que la première émission où on a fait des dîners filmés, c'était 93 Faubourg avec Thierry Ardisson. C'était sur une des antennes du groupe M6, c'était sur Paris Première. Enfin, c'est là, puis après, il y a eu le dîner presque parfait, puis après, il y en a eu tant d'autres. Ça me fait rire. Après, vous savez, moi, ce que j'aime, c'est les originaux. J'aime pas trop les pâles copies, moi.